Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de QI Basket. Aujourd'hui, on va parler des finales de conférence. Et pour ce faire, je suis avec Easy E. Ça va, Easy? Ça va super et toi? Ça va super. Et on est avec Raph. Cam, pardon. Je suis désolé. Cam. T'inquiète, mon frère. Salut tout le monde. Salut. Sur la musique, j'ai l'impression qu'il va un peu fort. J'ai pas envie de réveiller les Clippers. Ouais, fallait bien qu'on la fasse. Vous imaginez bien qu'on va pas passer une heure à vous refaire le tableau de la fameuse remontada entre Denver et les Clippers, mais il fallait quand même qu'on glisse une petite savonnette. C'est bien normal, c'est de bonne guerre. C'est la loi du sport, hein, c'est comme ça. Est-ce que je baisserai pas encore un peu son musique? Donc, on va commencer par l'Est puisque la série a déjà commencé entre les Celtics de Boston et le Heat de Miami. Miami qui n'a pas le temps, c'est déjà 1-0. Match solide à l'overtime avec un contre 64 étoiles de Bam Adebayo sur la dernière action des Celtics. C'était Jason Tatum qui allait claquer son meilleur dunk et puis Bam a dit au ballon. Alors il y a eu une bonne torsion de la main mais la balle n'est pas rentrée et c'est bien ça le plus important. En plus derrière, le mec ne se contente pas de ça parce qu'il réatterrit au sol en mode normal et il reprend la balle. Donc si vous voulez le passer, voilà, vous avez intérêt à prendre du lourd quand même pour le coucher, le Bam. Comment est-ce que vous voyez la série au global et quel est votre pronostic? Messieurs, on va commencer avec Isiel. Je vois encore Boston passer parce que j'ai eu l'impression, j'ai un peu la même impression que pour les matchs contre Toronto, qu'en fait Miami il se donne à 140% et que Boston il laisse échapper le match. Et j'ai l'impression qu'en fait Miami n'a pas le droit à l'erreur, quoi. Ils doivent faire le match parfait pour gagner alors que Boston ils ont encore de la marche. Et d'ailleurs il y a Gordon Hayward qui va sûrement revenir. Il y a Kemba qui m'a... Oh là là, il était énervant à dribbler partout. Ça commence à faire beaucoup, hein. Ça commence à faire beaucoup Kemba Walker. Ah ouais, non mais là c'est trop. Kemba, limite Wanamaker il a fait une meilleure prestation parce que ok il met un shoot clutch à la fin. Il fait un pur match pour le peu de temps qu'il y a. Ouais, mais c'est ça. Mais Walker là, il passait son temps à dribbler la tête dans le guidon. Enfin, lève la tête, mon Dieu. Donc ouais, je vois Boston passer malgré ce premier match, quoi. Et un petit score à donner éventuellement? 4-2, mais j'ai vraiment envie d'un Game 7. Mais bon, je veux dire 4-2, on va rester raisonnable. Donc pour toi, il faut à chaque fois que Boston fasse des matchs parfaits pour passer. Non, justement, je pense que c'est Miami qui doit faire des matchs parfaits pour espérer passer. Ouais, voilà. Tu sais, c'est un peu, comme je l'ai dit, ça me fait vraiment penser à la série contre les Raptors, quoi. Gros collectif, mais tu vois que Boston, quand ils accélèrent, si Miami reste pas à 10 points maximum, c'est dur, quoi. Après, bon, Toronto, ils étaient quand même à un match, à un quart temps de passer. Donc voilà, mais ouais, non, je vois Boston quand même. Ok. Cam, quel est ton sentiment par rapport à tout ça? C'est la guerre. C'est une belle affiche par contre. Izzy l'a dit juste avant, mais Kemba fait du Kemba. Parce que si Toronto passe au tour d'avant, je pense qu'il se serait pris une sacrée marée parce qu'il est pas bon depuis le début de ses playoffs. En vrai, sa stat sheet, enfin, son point passe def et rebond est pas vilain dans l'absolu. C'est 19-6-3, donc il y a pire. Et c'est vrai que ça manque de leader, ouais, effectivement, c'est à ce niveau-là, quoi. Bah attends, mais Kemba, et au final, on l'aurait pas vu trop beau, trop fort. Parce que bon, il a fait quoi? Il y a plein de gens qui ont toujours dit ça. En fait, qui partaient du principe que à Charlotte, c'était forcément le gros poisson dans le petit bocal, et dès qu'il arriverait dans un grand bocal, il allait se faire bouffer. Est-ce que vous avez le sentiment que globalement, c'est ce qui se passe avec Kemba Walker aux Celtics? Le problème, c'est de la saison et des playoffs, quoi, on va dire. Kemba, c'est un shooter moyen à 3 points, c'est un bon driver, mais c'est un mec qui peut pas défendre. À Charlotte, il avait tous les ballons, puis bon, c'est pas Batum qui allait lui arracher des mains. À Boston, t'en attends plus d'un mec qui est double All-Star et qui doit t'amener plus loin, et c'est pas le cas, quoi, je suis désolé. Enfin, on va me dire que j'aime pas le joueur, mais c'est ni les stats, ni le comportement, ni la régularité qui est attendue à ce niveau-là, quoi. Et la preuve, c'est que sur le dernier match, en fait, Miami fait pas tellement une grosse pression sur lui, en fait.
ils mettent plus d'efforts en fait à verrouiller Tatum et Brown parce que, enfin, il met 19 points parce que globalement, il a pas Butler ou Adebayo sur la tête, quoi. Mais si tu lui mets de la pression comme Laurie l'a fait sur la série d'avant, en fait, c'est un poids pour ton sac majeur. Là, c'est surtout le côté distributeur qui me déçoit, parce que qui mettent pas, c'est 22 points, ok, vas-y, c'est pas très grave. Mais je m'attendais vraiment à ce qu'il fasse plus de passes à Boston, en fait. C'est vraiment là où je suis déçu, quoi. Le patron de l'attaque, ouais, voilà, c'est Tatum. C'est par lui que tout passe, et ça devrait pas. Il devrait y avoir Walker, en tout cas. Ouais, effectivement. Après, il met son shoot clutch qui sauve un peu les apparences. Mais voilà, j'ai pas envie de le juger sur une campagne de playoff, mais je suis vraiment déçu pour le moment. Après, sur ce premier match, du coup, Adebayo préchauffe parce qu'il est que en 15-6. Hein, je disais avec d'énormes guillemets parce qu'il peut faire plus et il doit faire plus. En fait, voilà. Là, Miami sur son ric-rac parce qu'il fait un match qui est bon mais qui est pas dans les stats et pas énorme. S'il arrive à refaire du 15-15 comme il l'a fait contre Milwaukee et contre Indiana, moi je vois bien Miami passer. Je le vois passer en 7 par contre, mais enfin, il vaut mieux prendre le deuxième match tant que Hayward n'est pas revenu parce qu'à côté de ça va devenir compliqué. Mais tu crois pas que Hayward justement ça va un peu pour remettre une dynamique avec Hayward, ça va, tu vois. En fait, justement, tu vois, si Hayward revient dans la logique, Smart il retourne sur le banc, et en fait, du coup, ça permet de solver le gros problème que Boston a, c'est que leur banc il est dégueulasse, quoi. Grant Williams, moi j'aime bien le joueur, mais il peut pas shooter. C'est Mio Jelai. Robert Williams, s'il prend des fautes, il saute très haut, mais sinon, tu vois, c'est. Et tu tenterais pas de commencer avec Hayward sur le banc? Si, mais après. Il est pas chaud, il est pas dans le rythme, hein. C'est pas prudent d'aller le mettre en starter. Moi, je le ferais pas en tout cas. Ouais, moi non plus, je le testerai un peu. Bon, le 5 il marche bien, Boston. Marcus Smart, il arrive bien à combler les lacunes de Walker. C'est exceptionnel. Il fait ses PO. Je pensais pas qu'il aurait atteint un niveau offensif comme ça. Mais bon. Il a atteint le step qu'on attend de Kemba en fait. Ouais. Ah, sur le dernier match, il est quand même à 26 pions, hein, Marcus. Ouais, puis dès le début, il est en rythme, il met ses 3 points et il permet à Boston de bien partir. Parce que c'est intéressant. C'est Easy qui parlait de faire des matchs parfaits à chaque fois à Miami. Marcus Smart, a priori, ne mettra pas 26 points par match. Ouais, c'est vrai. Derrière, Jalen Brown, 17, c'est un peu faible, on est d'accord sur ses standards. Tatum, il a 30 points, donc là, il est lent. Daniel Tice, il a 4 points, mais c'est parce qu'on est lent. Demba, il a 17 points. Jalen Brown, il a été transparent. Enfin, il a mis 17 points. Moi, je les ai pas vus, ces 17 points. Non, mais ça, tu sais que parfois, le gars, même s'il disparaît, il est quand même sur un certain standing. Je veux dire, c'est pour ça que je disais que c'est un peu fait par rapport à ce qu'on peut produire. On va dire qu'il peut produire 6-7 points en plus sans trop de problèmes, on va dire. Mais derrière, les points que Smart met là, ici, au Game 1, va falloir que quelqu'un d'autre les mette. Et je regarde un peu la liste. Ouais, ça serait bien que Gordon Hayward arrive. Hein. Parce que moi, je te Après, dis, tu vois, tu me dis Miami doit faire un match parfait. Attends, je te fais la box score. 20 points Butler, il les fait en dormant. Jake Crowder, il a 22, c'est un peu plus haut que ce qu'il fait d'habitude. C'est même, ouais, c'est ce qu'il dit. Plus haut. Adebayo, il a 18, c'est ce qui rentre. Dragic est à 29, c'est beaucoup plus haut que ce qu'il fait d'habitude. Derrière, t'as Duncan Robinson qui est à 6 points, qui peut faire largement plus. Celui-là aussi, s'il prend feu à un moment ou à l'autre, il peut tout rentrer. Hein. Ouais, Duncan Robinson, il a 12 points, c'est pas énorme. Et puis derrière, t'as Iguodala 3 points. Kendrick Nunn qui a complètement disparu, 3 points. Et Olynyk qui fait 4 points. Ouais. Je trouve que le Heat est pas tellement sur régime sur ce premier match. Non, ils sont. Comment dire, c'est de la. Enfin, de toute façon, ça va être de la guerre là, pendant les 7 matchs, mais. Après, juste pour conclure le cas de Hayward, le problème de Hayward, tu le mets sur le banc, ok, mais tu fais sortir qui du coup pour le faire rentrer? Parce que Tatum, il faut qu'il joue 40 minutes, ouais. Brown pas loin. Ça, Enfin, je pense que Smart, il est plus facile à insérer dans ta rotation que Hayward justement. Après, est-ce que tu peux pas tenter un truc où tu retires Daniel Tice pour mettre Gordon Hayward? Et du coup, tu t'exposes à ce que Adebayo soit en mode free run, mais derrière. Sur le ouais, ça se tente. Par contre, t'as intérêt à cartonner quoi. Après, attends, en fin de match, Boston a aligné aucun pivot. Hein. Ah oui, non, mais le truc c'est que derrière. C'est un peu leur death line-up version Celtics quoi. En gros, ouais, c'est un peu la problématique des joueurs qui doivent jouer contre un gros joueur. En général, on se dit, ben voilà,
lui il sera libre, il va mettre ses 150 points s'il veut, mais par contre aucun autre membre de l'équipe va mettre des points. Là c'est l'inverse, tu te dirais plutôt ok, Adebayo, bah vas-y marque autant de points que tu veux, de toute façon on sait bien que t'en mettras quand même pas 60, mais par contre derrière tu as de quoi verrouiller si tu fais sortir Tice pour mettre un Hayward, hein. Je pense. Mais Parce que là après, t'as c'est quand une même- défense extérieure qui est quand même beaucoup plus solide et tu peux cacher Kemba Walker pour le coup. Mhm. Mais c'est En peut-être fait, pas c'est ça le vrai contre problème. Miami. C'est peut-être pas contre Miami, enfin c'est peut-être Miami l'équipe la plus compliquée contre qui tu peux faire cette stratégie. Quoi. Miami joue pas tellement à l'intérieur, c'est-à-dire qu'ils ont Adebayo donc ils peuvent jouer à l'intérieur, mais c'est plutôt un mec qu'ils utilisent sur des séquences où ça court, de la contre-attaque, où il faut aller chercher un rebond, où il faut de l'énergie sous l'anneau, mais c'est pas tellement Oui, un mec mais que tu vas ouais. installer au poste bas, tu vois, c'est Ouais, c'est non, pas après je tellement parlais son rôle. plus défensivement, mais ouais, non, t'as raison. Hein. Donc tu peux caler une sale zone avec les 5 joueurs là et te dire ben voilà, on fait toutes les couvertures du monde possible sur les externes et on protège quasiment pas la raquette. Et dire ben voilà, les ballons vont passer par Adebayo, fine, mais derrière s'il y a un des shooters de Miami qui est un peu moins en forme ou bien si t'as un Butler qui se trouve un peu, ben ça veut dire que tu prends un win d'office. Parce qu'effectivement, moi je suis d'accord avec Cam, je vois plus un truc aller en 7 parce que toutes les deux équipes peuvent gagner chaque match. En début de chaque rencontre, je sais jamais dire qui va faire le taf. Regarde hier par exemple, Miami met un gros run dans le quatrième, ils mettent 23-35 dans le quatrième, c'est ce qui leur permet d'aller en prolongation, et derrière la prolongation ils font 8-11, donc c'est pas un écart de ouf. Hein. Ouais, c'est vrai. Puis il y avait eu aussi un run de Boston vers, je pense, le début du quatrième, non, ou à cheval. Ouais. Mais d'ailleurs, j'ai une question pour vous là. Vous en avez pensé quoi de la zone de Miami? C'est la meilleure de NBA. Ouais, franchement, ouais. Mais elle c'est- vous a convaincu contre ce Boston là? Toutes les équipes. Bah, Franchement, j'ai regardé oui pas et mal non, en parce saison régulière et pas mal ici en playoff, franchement, vas-y. Bah, moi je la trouve très forte, mais je l'ai trouvé sur ce match là qu'à chaque fois qu'il mettait la zone, et ben il y avait il y avait un espèce de trou d'air. Bah, le problème qu'il y a, c'est que la zone, c'est très même en fait. Boston en fait contourne ça parce qu'il y a 4 playmakers. Même Tace, en fait, tu vois, tu peux le doubler, il fera une bonne passe. En fait, la zone, c'est fort quand justement t'as un ou deux mecs que tu peux commencer à trapper. Bon, par contre, à côté de ça, sur Miami s'en sert pas ça n'est pas servi sur tout le match, mais sur quelques séquences, en fait, pour annuler la sortie d'Ojela, etc. C'est intéressant. Mais je serais pas surpris que Miami vraiment fasse du man-to-man ou à limite du 2-1-2 léger, tu vois, parce qu'à côté de ça, Tatum il shoot très bien 3 points, etc. Et tu peux pas laisser des mecs autant ouverts que tu l'as fait contre Milwaukee, quoi, qui en plus mettait pas un shoot. Et le truc, c'est que la zone de Miami, là, faut pas oublier que c'est un premier match de série aussi. Donc, t'arrives, t'as ta zone, tu sais comment elle fonctionne. T'as prévu ton plan de jeu en disant, ben voilà, quand on est sur tel gars, on fait telle couverture. Et après, tu dois voir en direct ce qui se passe. C'est-à-dire que tu vas voir comment Boston réagit en direct vraiment par rapport à ta zone et quel plan de jeu ils mettent en place. Là où ça va être intéressant, c'est de regarder le game 2 parce que justement, Spoelstra aura eu le temps de voir la réaction de Boston par rapport à ça. L'inverse est vrai aussi, hein. Faut pas oublier qu'en face on a un très bon duel de coaching. Et il pourra aller faire les tout petits réglages pour que sa zone soit encore plus serrée, encore plus efficace. Donc là tu l'as vu dans une expression un peu simple, on va dire, très académique, mais qui fonctionne déjà bien. Et plus les matchs vont passer, plus la défense de Miami sera injouable. Bah déjà, t'as vu là les ajustements quand au début c'était un espèce de mix entre les deux et que Hero il allait tout de suite aider Butler. Putain, et c'était asphyxiant. Hein. Ah oui, non, c'est... Et de l'autre côté, pareil d'ailleurs. Hein. Il y a eu plusieurs actions où Butler et Hero ils se passent le ballon sans arriver à bouger vraiment plus à avancer vers le panier. Et les deux côtés, moi, franchement, je me suis régalé sur ce premier match. Le premier truc à faire contre une zone, c'est déjà, faut jamais jouer de dos au panier. Parce qu'à partir surtout, enfin, en tout cas dans le cadre quand tu tombes sur des mecs qui savent défendre, comme Miami savent le faire. Parce qu'à partir du moment où tu es dos au panier, si le porteur de la balle ne voit pas les autres ou ne voit pas le panier justement, toutes les aides, toutes les prises à deux, tout ce que tu veux, tout peut arriver. Et tu peux te faire enfermer en moins d'une seconde sans avoir eu le temps de piger quoi que ce soit. Et à ce moment-là, il faut être très bon dans ton decision making et savoir faire la passe correcte. Si tu joues face au panier, mais ça c'est des systèmes qu'il faudra mettre en place du coup, là tu as une chance contre la zone de Miami. Et il faut du mouvement parce que
ceux qui ne savent pas, qui écoutent le podcast, mais une zone, ça réagit au déplacement du ballon, pas au déplacement des joueurs. Donc ça sert à rien de faire des cuts dans tous les sens, à part crever ton effectif. Il faut du mouvement de balle et jouer face au panier. Et c'est quelque chose que Boston sait très bien faire, mais ce sera quand même pas simple. Bah, surtout, tu vois que tu l'as dit juste avant. Là où Miami est très fort, c'est sur le stunt. En fait, le stunt, c'est quoi? C'est un pump fake défensif. En gros, c'est le fait de feinter, le fait de trapper, puis de revenir en arrière justement pour casser un drive ou justement casser le cut. C'est ce qui a fait que Milwaukee s'en est pas sorti. Ça marche pas contre Boston parce qu'en fait, les mecs ont la capacité de soit hop vite prendre le tir ou alors faire une bonne passe, etc. Donc en fait, ouais, comme tu l'as dit, Miami est forcé de pas faire son jeu, mais ils savent très bien le faire et. Ouais, pour vraiment bien vous expliquer. Imaginez, vous avez un gars, un pivot qui reçoit la balle au poste bas, il a son défenseur qui est dans sa zone, il y a un défenseur qui va venir faire semblant en fait de le trapper. Quand il est sur le chemin de la trappe, normalement ses coéquipiers ou lui est censé le voir et ça déclenche en général un cut. Quand on fait semblant justement de faire ça, on revient tout de suite sur le cut. Et donc du coup, le temps de réaction du défenseur, il est beaucoup plus court que celui de l'attaquant. Et donc en général, ça permet des meilleures couvertures. Donc c'est vrai que c'est un des principes de la zone de Miami, effectivement, et ça marche très bien. C'est là où Adebayo il prend toute sa splendeur. Ah bah forcément. Là, il est parfait là-dedans. Forcément, et c'est pour ça que je te dis, un mec comme Tice par exemple, qui est plus lent, moins scoreur, qui est plus là en général pour assurer une certaine collecte de rebonds, etc. sous l'anneau, je pense que c'est pas une bonne idée de l'avoir. Je sais pas vraiment comment tu pourrais la faire. Enfin, évidemment, t'as pas Gordon et Morvan, donc c'est toujours compliqué. Est-ce que tu mets, je regarde Bradley Wanamaker à la place. Un peu tendax quand même ça, mais. Ou est-ce que justement en fin de match tu mets pas Kemba sur le banc, tu mets Smart en meneur et tu joues vraiment Non, ça tu peux pas. Du tout terrain quoi. Non, ça tu peux pas. Ouais. Parce que Kemba, Kemba est capable en drive d'éliminer quelqu'un. C'est compliqué contre la défense de Boston parce que c'est une très bonne défense, mais il est capable de créer ne fût-ce que, tu vois, 2-3 mètres où il avance dans la raquette. Son problème là qu'il a pour le moment, c'est de bien décaler et de bien kick out quand il se fait prendre en défense. Et là, juste de lever la tête. Vraiment. Oui, mais le problème sur les passes, je regardais vite fait la moyenne, il est à 4,8 à Boston, alors que l'année passée, à Charlotte, il était à 5,9, l'année d'avant 5,6, et sur sa moyenne de carrière, il était à 5,4. Il est quand même bien en dessous de sa moyenne. Et en fait, c'est tout l'objectif, c'est de savoir où se trouvent Jaylen Brown et Jason Tatum en permanence quand tu fais tes drives. Du kick-out au bon moment. Voilà. Contre une défense comme celle de Miami, il faut un petit mouvement rapide d'un joueur avec la balle et après un mouvement de balle qui est ultra rapide derrière. C'est là que ça coince un peu pour le moment. Mais on va avoir une belle série, c'est sûr. Je pense aussi. Je mets Miami en 7. Ah yes. Même si mon cœur dit Miami en 6. On va passer du coup à la conférence Ouest avec les Denver Nuggets, les incroyables Denver Nuggets qui vont les défier les Los Angeles Lakers de LeBron et d'Anthony Davis. Je pense qu'il y a 2 mois, d'abord personne n'y aurait cru, où tout le monde aurait pronostiqué un 4-0 bien sec pour les Lakers, peut-être, il y a des gens qui auraient fait ça. Là par contre, c'est plus possible de pronostiquer un truc pareil, ou vous pensez vraiment que les Lakers peuvent le faire sans aucun problème? On va prendre la cam pour commencer. 4-0, non, ça paraît un peu dur. Mais après, par contre, l'aspect physique, forcément, les mecs, ils viennent de réenchaîner un game set, etc. Mais par contre, pour moi, les Lakers, ils ont peut-être le seul joueur qui peut vraiment gêner Jokic et Anthony Davis. Vu qu'il y a des maillots et à l'Est. Et voilà, on en a. Franchement, ceux qui l'ont pas vu, allez mater le game set qui sort. C'est. Zubac et Harrell, c'est indécent la race qu'ils ont pris. Et voilà, c'est un mec, il est rentré dans cette catégorie des joueurs que tu peux pas arrêter, tu peux les freiner. Ouais. Il est en 23-13-12 ou l'inverse, je sais plus. Mais à côté de ça, les mecs autour de lui, Jamal Murray, j'aime beaucoup, mais en fait, voilà, en face d'eux, ils vont avoir une défense qui bétonne, qui est très fort. Et qui c'est qui va arrêter les Browns? Pas grand. Même si Jeremy Grant, il fait un gros taf. Je m'attends à un 4-1, on va dire. Je les vois prendre un match parce qu'il y a l'orgueil, McMahon ne lâchera pas, etc. Mais
entre guillemets, c'est déjà très bien. Cette équipe-là, comme tu disais, il y a 2 mois, tout le monde lui crachait dessus parce que ils sont arrivés dans la bubble, ils n'étaient pas en forme, On a été à jouer avec Ils ont Bol avec gagné. Bol en pivot, il jouait avec 5 pivots, un truc du genre, je sais pas là. Ouais, puis on Par était contre, même à se dire est-ce que Mike Malone il va pas se faire virer si Bah, il ouais, se fait on l'a sortir dit par dans- Excel quoi. on l'a dit dans ce podcast en se disant Bah ouais, ouais. s'ils perdent, est-ce que. Là, je pense qu'ils vont re-signer 10 ans quoi, mais. bah, surtout en fait, ce que Malone a su faire, parce qu'il faut pas oublier, ils prennent 3-1 contre le Jazz, mais après, il y a eu la piqûre d'orgueil et le coaching qui a fait qu'ils sont passés contre le Jazz puis contre les Clippers parce que Malone, il a responsabilisé les joueurs qu'il fallait. Torrey Craig, Monte Morris, les Porter Junior, ils font des séries qui sont très bonnes pour le niveau qu'ils ont. Puis au coaching, ça fuse. Hein. Franchement, c'est hyper intéressant sur cette série. Quand tu vois que de l'autre côté, c'est la tétraplégie, puis c'est l'absence d'orgueil, quoi. Là, c'est ce qu'on avait fait ce constat-là effectivement avec les Clippers, hein, c'était le côté pas patron et le côté un peu ouais, c'est bon, on sait qu'on va y Insolent. arriver, il suffit d'être là et ça va aller. Et là, oui, ils ont pris une leçon de ce côté-là, mais pour toi, Izzy, la match-up elle est comment là entre les Je Lakers pense et, que les James, les Davis, même Jokic et Murray ils vont faire leur stats, mais c'est plutôt autour quoi. C'est là que j'ai plus. Bon, je pense que les Lakers vont passer. Hein. Je vais mettre 4 de Lakers, mais je pense que c'est là qu'ils vont avoir plus de difficultés, c'est sur les role players. Quoi. Parce qu'à Denver, au final, tout le monde peut sortir son match. Tu as Gary Harris qui fait un super retour de blessure. Tu as Porter Junior qui a été clutch. Et tu as Millsap. Moi, je pense qu'il était fini. Non, il a bien prouvé qu'il pouvait encore apporter 2-3 services. Donc là, je pense que les Lakers, il va falloir qu'ils soient que des Danny Green, des Morris et tout, ils se sortent la tête de l'eau et puis qui prouvent que voilà, les Lakers, c'est pas juste James et Davis. Et puis là, ce sera pas Houston ou Portland. Non, là, ce sera une vraie équipe. Donc c'est là qu'on va les attendre, quoi, les seconds couteaux. effectivement, je suis assez d'accord. Je pense que Jamal Murray va avoir la belle vie. Effectivement, la Jokic avec Davis, ça m'a l'air assez bonne match-up pour Anthony Davis, je crois. Mais clairement, oui, de Jamal Murray a une grosse carte à jouer sur la série encore une fois. Et puis aussi le duel des longues passes de transition, parce que t'es servi, hein. Lakers et Denver, je pense qu'on a les deux meilleures équipes en rebond, longue passe. Ouais, voilà, ouais. Mais du coup, ça peut être intéressant de savoir si les deux peuvent défendre leurs armes. À ce petit jeu-là, normalement, c'est quand même avantage Lakers, puisqu'ils ont des gars qui sont quand même assez grands pour pouvoir faire des interceptions de longue passe comme ça. Moi, c'est le repli défensif des Lakers. C'est ça que je veux voir. Parce que les Kuzma qui se la grattent et qui font des Instagram toute la journée, c'est bien cool. Mais là, ici, il va falloir bosser quand même. Il va falloir taffer. Caruso, voilà, il est bien dans ce qu'il fait. Maintenant, je pense qu'il faudra qu'il soit tout aussi précieux que ce qu'il a été pour le moment. Et après, il reste, les KCP, on sait pas trop ce que ça va donner. Voilà, va falloir juste que ces KCP, même Caruso et Kuzma, ils rentrent leur tir à 3 points. Maurice m'a pas dérangé. Franchement, j'aime pas le type, mais j'ai trouvé qu'il c'était correct ce qu'il faisait. Oui, oui. Quand sur Houston, je l'ai trouvé primordial. Ouais, il mettait ses shoots, il faisait son taf. Non, je l'ai trouvé bien. J'ai bien aimé Rondo, évidemment la rentrée de Rondo, et ça, je pense que ça va, mine de rien, ça va quand même jouer. Je ne sais pas trop sur qui ils vont mettre Gary Harris, qui s'est fait a priori une spéciale défense pendant sa rééducation, sa sortie de blessure. S'il va essayer de museler Rondo, je sais pas trop si c'est utile. Je sais pas, parce que après ça dépend comment tu pars, mais je pense que Murray, tu vois, c'est pas non plus un foudre de guerre. À mon avis, moi si j'étais Mike Malone, mais je suis personne, hein, je mettrais Murray sur Rondo, parce que au moins, voilà, tu sais que c'est un plot le mec, et il va faire ses passes, mais il faut bien quelqu'un pour les récupérer, donc ça dépendra pas de lui.
Donc ouais, je le mettrai sur Rondo et puis j'essaierai de mettre un Harris sur KCP et puis voilà. Danny Green, Après de toute façon, après t'as aussi le petit Morris, Monte Morris. Tu vois, ils s'alternent. De toute façon, pour essayer de stopper les Lakers, c'est collectivement ça va passer par du collectif. Donc Millsap, il va pas, Millsap, Jeremy Grant, ils vont être sur LeBron. Mais de toute façon, on sait très bien que ça suffira pas. Et puis Jokic, il essaiera de pousser Davis le plus loin possible, quoi. Mais encore une fois, je pense pas que ni les Lakers ni les Nuggets arriveront à stopper les gros scores de notre équipe. Non, en fait, c'est ça le problème, c'est que pour les Nuggets, les deux gros trous d'air qu'ils ont en défense, on va dire, c'est pile les deux endroits où les Lakers sont leurs meilleurs joueurs, quoi. Et pareil de l'autre côté. Oui. Ce que Murray, Danny Green, excuse-moi, il est fini. Enfin, en tout cas, il nous a montré qu'il était fini sur cette bulle, donc peut-être qu'il peut se réveiller. Hein. Ouais, voilà. Mais je me demande s'il va essayer de mettre Markieff Morris sur Jamal Murray. Ouais, c'est pas Moi, je serais impossible. pas surpris, tu vois. Ça se fait, hein, ça se tente. Hein. Après, les Lakers, là, quand ils mettent leur 500 avec Morris, Davis, LeBron et les petits, tout le monde peut switcher sur tout le monde. Moi, j'aimerais bien avoir un peu de défense de LeBron sur Jamal Murray, mais j'y crois pas des masses. J'aimerais bien qu'il le fasse, qu'il se mette en mission, genre, voilà, moi je vais te couper, quoi. Parce qu'Artansi, tu fais rien. C'est pas non plus impossible, mais après, ça va pas trop le griller non plus, parce qu'il a pas le principe, le mec. Ça dépend du déroulé du match et comment on se sent Anthony Davis, par exemple. Ouais, c'est ça aussi, ouais. Si Davis est chaud et qu'il met dedans un mort... Et après, tu sais, les deux équipes ont un défaut qui me gêne un peu, c'est de commencer tranquillement les séries et les matchs. J'aimerais bien que dès le début, les deux soient après, quoi. Non, je pense pas que ce sera le cas cette fois-ci. Je pense que tu peux avoir un match qui est un petit peu plus tranquille. L'observation, on va dire. En guise de premier match. Mais je pense pas qu'ils vont arriver en se la mettant sous le bras d'un côté ou de l'autre, quoi. Ce qui a fait défaut aux Lakers, c'est un peu tactiquement d'être limité, parce que Frank Vogel, désolé, mais c'est pas fou. Et donc d'arriver un peu sur une série en se disant bon bah voilà, on va y aller, on verra bien ce qui se passe, et puis derrière tu vois comment ça se passe. Ils se font à chaque fois manger le premier, et puis derrière ils mettent 4-0. Donc c'est aussi le temps de remettre les machines en route, parce qu'il faut pas oublier qu'à chaque fois c'est eux qui ont les temps de repos les plus conséquents encore ici, hein. Ouais. Je sais pas, ça fait pas une semaine qu'ils jouent plus, mais ça va être 5 jours, 6 jours, je pense. Donc forcément ça joue sur ton énergie, quoi. Là Denver, il y a 24 heures, ils se mettaient des bouteilles d'eau sur la gueule dans le vestiaire en hurlant, et dans 48 heures ils sont repartis, quoi. Mais ça aussi, tu vois, bon, je comprends cette célébration parce que c'est Denver et qu'on les attendait pas là. Mais j'ai peur qu'ils se voient, voilà, c'est bon, ils ont réussi, ils ont mission accomplie. Alors que, non, les gars, faut C'était continuer. déjà le cas quand ils sont arrivés contre les Clippers, hein. Je crois pas que c'est un truc en fait qui les a. Où ils se disent ça, tu vois, je pense juste qu'ils se disent on n'a rien à perdre. Oui, Alors, non, mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que ils ont fait leur petite fête et puis ils se sont retrouvés à 3-1 comme la série d'avant, tu vois. C'est ça que j'ai peur. Mais je crois qu'ils ont juste dû démystifier un peu les Clippers et se rendre compte qu'il y avait moyen de les mettre un genou à terre. Et à partir du moment où ils ont compris où était la faille, ils ont tapé dedans et ils ont fait que ça. Ils ont toujours joué de la même façon. Quand tu regardes les matchs qu'ils ont gagnés, c'est des victoires qui se ressemblent. Ah oui, c'était copier-coller, hein. Bah oui, donc du coup c'était juste le temps de trouver la faille, et puis une fois qu'ils ont trouvé, Mike Malone a fait du bon travail, je trouve, et ils ont insisté à taper dans la faiblesse adverse, et jusqu'au moment où voilà, c'est un peu comme une équipe qui joue tu sais, le foot qui joue jusqu'à la fin du temps réglementaire en disant de toute façon au penalty tout peut arriver, il n'y a plus de règles. C'est un peu ce qu'ils ont fait, ils sont arrivés au Game 7 en disant une fois qu'on sera au Game 7, les mecs ils seront au même niveau que nous, quoi. Donc c'est le temps de faire tomber un peu ton adversaire du piédestal, et après le fais ou tu le fais pas, mais jusqu'à présent ça leur sourit. Mais ça va être une bonne série aussi, je pense. Ça va être beaucoup moins bagarre que celle de l'Est. Je me demande s'il va y avoir une bagarre dans le Miami Boston, une petite baston. Un petit coup de coude qui part. Un petit truc un peu sale, voilà. un petit Smart versus Butler, moi j'y crois fort. Hein.
Ouais, et puis bah, et côté ouest, t'as quand même un Maurice, quoi. Ouais. Donc ne sous-estime jamais les Maurice. Après, par contre, tu vois, là où je suis curieux de voir sur comment tu fais jouer Porter Junior contre les Lakers, parce que latéralement, il est lent, il peut pas défendre son pick and roll, et en face de lui, bah, il a actuellement le meilleur duo sur pick and roll de la ligue, quoi. Ouais, mais quand t'as Kuzma, voilà, T'attends fonce déjà, pas sur ouais, lui. Hein. déjà t'attends Bon, que par le contre, Bron ce soit soir, pas sur c'est ça. Ouais. Déjà, t'attends Mais que après, ça soit là, LeBron, il va jouer 45 minutes. Hein. Je pense que, comme tu l'as dit, ils vont vouloir tuer ça très vite. C'est Surtout ça, s'ils ça sentent qu'il y dépend. a de la fatigue, etc. Mais ça va pas gêner Malone hein, de bencher un peu Porter Junior. Donc, Non, sur le Game 7 ici contre les Clippers, il joue 15 minutes, je crois. ouais, Ouais, c'est donc, à mon avis, il va le mettre. Il va voir si offensivement il est dedans ou pas, si défensivement il a branché son cerveau ou pas, et puis voilà quoi. Ouais, je Ça, crois. ça Mais le reste un truc, jeune joueur. Donc, c'est qui va mettre les entre 10 et 15 points qu'il apporte. Tu vois, si Porter Junior, tu le fais rentrer, il prend 2 fautes parce que c'est ce qui va se passer. Il va se prendre un LeBron de 36 ans sur la tronche. Ah, tu vois, c'est c'est. C'est clair. Bah après, t'as toujours des inconnus, genre Monte Morris, Paul Millsap, Jeremy Grant qui peuvent sortir et mettre bien sûr. 10-12 points. Bon, bah c'est bien, on prend. Bah, il faut que on va dire que le banc soit à 15-20 points. T'as pas le choix. 15-20 points. Ouais, Si ça Denver se peut fait, faire hein. ça et que les autres sont dans leur standard, on va dire, pour faire simple, normalement t'es dans le match. À minima t'es dans le match. Après, voilà, hein, ils ont, tu vois, les Lakers n'ont pas un shooter infaillible ou des shooters infaillibles, donc tu risques pas de prendre une pluie de 3 points dans la gueule, donc c'est déjà ça. Et après, ben ouais, qu'est-ce que tu vas faire sur LeBron? LeBron, normalement, là, il va vous faire une série, à moins que je me trompe complètement, mais là, il m'a l'air bien parti pour faire une série de violence assez rare, hein. Parce qu'il y a tous les ingrédients qu'il aime bien pour aller casser la gueule, hein. Il n'y a pas de gros protecteur de cercle. Il y a son copain Millsap. Il n'y a pas de gros défenseur. C'est Ouais. ça. Il n'y a pas de gros défenseur en face. Millsap, je crois que s'il voit LeBron, il va dire: tu te rappelles à Atlanta? Et il va faire: oh, excusez-moi monsieur, on m'appelle. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Encore une fois, on se moque des Denver Nuggets et si ça se trouve, ils vont me faire mentir et ce sera pas mal. Mais Ouais, parce qu'il y a un autre gars qu'on parle peu et juste titre parce que bah voilà, il était un peu endormi. C'est Torrey Craig. Et lui, physiquement, il a le coffre pour faire des trucs. Hein. Je dis pas stopper parce que je vois pas qui va stopper le run, mais voilà, le ralentir et puis lui poser un peu le mettre dans le rouge, quoi, on va dire. il peut le gêner en défense. Maintenant, c'est blessé qu'il était, je crois. Il n'y a pas une question de bulle ou quoi que ce soit, mais il va pas être en quarantaine. Quand tu dois aller en défense sur le Bron, tu dois être déjà à 200% avant de commencer. Et en plus, derrière, il faut que tu croises les doigts pour qu'il en rate pas mal, quoi. Et là, le problème, c'est que le Bron, avec les années, il a commencé à développer son jeu de loin. Son fadeaway. Ouais, j'ai eu l'occasion justement de le voir avec les Cavs pour avoir un peu plus de défenseurs de la terre sur la gueule. À chaque fois, il va se dire: bon, bah, c'est pas cette solution-là, je vais faire l'autre. Et dès qu'il voit que ça commence à rentrer, il va harceler le mec sur ce move-là. Et ils peuvent en prendre. Hein, c'est pas un problème. Donc Ouais, et puis, pour moi, j'aimerais bien, parce que pour l'instant, je n'ai pas vraiment vu LeBron en gros patron des Lakers. On l'a vu bien gérer ses matchs et faire faire ce qu'on attendait de lui. Maintenant, j'aimerais bien qu'il marque une série, tu vois, de sa marque de fabrique, tu vois, de ce qu'il sait faire. Bah en fait le pire c'est comme tu le dis, c'est que contre les Rockets en fait il a juste accéléré un peu. Ouais. Ses premiers matchs je dirais pas qu'ils l'ont laissé filer mais ils ont observé. Les 4 qui ont suivi, il s'est juste énervé un tout petit peu, il a nourri les vis et ça se fait tout seul. Là s'il va vraiment à fond, Oui, puis comme c'est le genre de mec qui en a rien à foutre de passer 50 fois le même ballon du moment que ça marque. En fait, le seul truc qui pourrait arriver, c'est vraiment que les autres ne suivent pas et qu'ils se disent: je dois prendre le match à mon compte, et que ce jour-là, ça ne rentre pas. ouais, mais enfin, t'as quand même Davis, quoi. Enfin, faut pas le meilleur score des Lakers, là, c'est Davis. Ah non, c'est clair, hein, je sais. Et là, il est bien caché dans l'ombre de LeBron, etc. Et on oublie le monstre que c'est, mais enfin. Ah non, mais c'est clair. Davis. Les deux peuvent très bien faire du 40-40.
C'est pas du tout inenvisageable. Hein. Honnêtement, Davis, je pense que c'est le meilleur coéquipier de LeBron depuis. Ouais, Oui. non mais la question se Ah, pose, oui, hein, parce que non mais oui, Wade et même Bosch qui était quand même Oui. un gros niveau, mais la question se pose, c'est quand même Anthony Davis. Ça fera l'objet Après, d'un prochain podcast si jamais les Lakers sont champions. On se posera Genre la le question. meilleur coéquipier de LeBron. Ouais, le meilleur coéquipier de LeBron. Par contre, Ouais, tu vois, ouais. après, moi, je m'attends vraiment à ce que les Lakers jouent grand, en fait, parce qu'on en a parlé avant ça, mais tu peux mettre Davis en 4, le faire défendre sur Jokic et faire rentrer Howard, qui s'empale en défense et qui va te gratter du rebond, parce que Lui, il va avoir des minutes normalement, et McGee aussi. ouais, je pense que Donc vraiment, ralentir au maximum le jeu, quoi. pour moi, c'est le facteur X en fait de cette série. Tu peux très bien imaginer un moment où t'as LeBron et t'as Howard qui sont sur le terrain, hein, et qui font des pick and roll à deux. Hein. Et vas-y, hein, tu veux mettre qui en face? Le Mili Jokic pour défendre dans ta raquette. C'est chaud, hein. Vas-y, t'as LeBron. Et puis Howard, il est grand. Plumlee, je l'aime bien, mais au bout d'un moment, on parle de finale de conférence, là. Hein. Eh oui, mais au bout d'un moment, t'as des joueurs que t'as dans ton équipe, tu vois, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Oui, non, mais voilà, c'est ça. Tu peux pas dire, bon, finalement, on va prendre Montrezarel avec nous, on sait jamais, ça peut servir. Oh, non, puis bah, bon, tu sais, je pense que Plumlee est plus utile que Montrezarel là, actuellement. Arrêtez, vous voyez bien que j'essaie de leur remonter le moral là. Vous êtes en train de taper sur quelqu'un qui est à terre là, c'est pas cool les gars. Mais non, mais je veux dire, si t'as des duos comme ça, et bah voilà, quand Davis rentre, tu fais ressortir LeBron et Dwight Howard et tu mets je sais pas qui à la place de LeBron et tu fais tourner tes deux stars comme ça. Hein. Et là, le rouleau compresseur, ça veut dire que si t'as Jokic qui est titulaire, bah, il sort à peu près au moment où Davis va sortir ou pas loin. Et donc derrière, bah, c'est Mason Plumlee, Jeremy Grant qui vont défendre sur un LeBron, Dwight Howard en pick and roll quoi. Oublie pas non Ou plus entre un backdoor. Quand il va arriver, Oublie pas quand même qu'on est en 2020 et qu'on est dans la bulle. Ça fait deux données totalement folles et tout peut se passer. Donc si demain il y a Monte Morris qui met 42 points, bah, je serais même pas étonné en fait, tu vois. Et dans le même sens, si Rajon Rondo ça devient encore un sniper, comme il a fait contre Houston, je dirais ouais, bon, c'est normal. Hein. Bah, quand tu vois un peu toutes les équipes qui sont là, les équipes qui sont là dans le dernier carré, les deux seules équipes qui n'ont pas galéré, c'est Miami et Los Angeles. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Hein. Les autres, il y a eu des trucs compliqués. Alors je dis pas qu'ils n'ont pas rencontré des adversaires plus valables que les deux autres équipes, hein, c'est pas ça. Hein. Pas ça Oui, des moments un peu compliqués, quoi, oui. Je sens que ces deux équipes-là n'ont pas été en galère spécialement. Ouais, c'est vrai. Quand on y repense, c'est vrai. C'est quoi Miami, c'est 4-0 au premier tour. Après, ils mettent 4-0, 4-1. 4-1 et là, ils sont sur du 1-0 quoi. Ça va. Ça se passe. En tout cas, ça fera vraiment deux belles séries à suivre, je trouve, pour des raisons assez différentes. Si vous voulez des matchs verrouillés, lockdown défense, vous avez l'Est. Et si vous voulez quelque chose d'un peu plus ouvert, un peu plus... sans doute plus spectaculaire à regarder avec des bonnes avalanches de points. Je pense que ce sera plus à l'ouest. A voir évidemment si les Lakers n'ont pas retrouvé un peu de leur défense, qui était pas dégueulasse en saison régulière. À tout un moment, ils ont assez bien C'était joué. une top 5 défense, je crois, je suis pas sûr. Ils sont capables de le faire, donc Bah, ils l'ont fait, attends, contre Houston. Oui, les moments où Houston pouvait plus rien faire, littéralement, bah, c'est quand même faut aussi leur mettre un peu de crédit. Hein. Westbrook qui se fait lockdown par Davis. Ouais. Westbrook qui se fait lockdown par lui-même. Je rappelle. Quelle tristesse. Enfin bon, tout ça ce sera encore l'objet d'un autre podcast. On va pas se faire que des habits ce soir, mais c'est comme ça. Hein, si votre équipe a perdu, bah, ma foi c'est la vie, ça arrive. Tout le monde choke, y a pas de souci avec ça, même les Warriors sont faits. On s'en rappellera toute notre vie, bien entendu. Cam et Izzy, merci beaucoup pour vos interventions et vos bons mots pour ce soir. Et, Merci à vous. et on espère que ce podcast vous aura plu. On se retrouve assez vite pour la finale de NBA, pardon. Et d'ici là, bonne série à vous, bonne finale de conférence. Et puis si vous êtes fan des Clippers, ne restez pas seuls. Allez voir du monde.
contacter de la famille. Ne restez pas enfermés chez vous. Il fait beau, profitez-en, ça va pas durer. Allez, bonne soirée, à bientôt, ciao. Salut. À tout le monde.